Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vraie et fausse polémique, vraie marche, incroyable, vraiment des moments où tout le monde devrait se recueillir, personne ne se recueille, ou presque. Qu'est-ce qui se passe entre, effectivement, nous allons parler et nous allons reparler du Bataclan, il y a exactement 8 ans jour pour jour, et je vous en parlerai. Moi j'étais en Syrie à l'époque, vous voyez, en train avec SOS Chrétien d'Orient, je crois. Et puis, qu'est-ce qui se passe vraiment en dehors de toutes ces espèces de manifestations d'extrémisme? On va essayer d'en parler avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rappeler ça, c'est peut-être, on n'a pas envie de se les rappeler, on n'aime pas se les rappeler, mais notre chant national et le chant de la résistance, ce sont des chants guerriers. Ah oui, ça fait pas plaisir de le dire, mais attention, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, et puis, ohé, les tueurs à la balle et couteau, tuez vite, ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamique, eh ben, vous allez me dire que c'était une autre époque, oui, il n'empêche que, la guerre est là. Vous savez, c'était Raymond Aron qui disait de Giscard d'Estaing, il a oublié que l'histoire est tragique. Et oui, l'histoire est tragique. On le voit aujourd'hui sous d'autres cieux, sous d'autres latitudes, mais l'histoire, elle est tragique. Et justement, on va en parler avec Mohamed Sifawi. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour André Berkov. Mohamed Sifawi, j'ai lu les tweets et les derniers textes que vous avez publiés. Vous étiez vous-même hier à la marche contre l'antisémitisme et vous prenez de la distance et vous mettez les choses en perspective, et c'est pour ça que je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Au fond, au-delà de ce qui s'est passé, est-ce que vous, par exemple, vous reliez ou pas du tout ce qui s'est passé il y a 8 ans, jour pour jour, au Bataclan et au Stade de France et ailleurs, et ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je vais beaucoup plus loin. Je relis ce qui se passe depuis 40 ans comme offensive islamiste, à la fois en direction du monde arabo-musulman et par la suite sur les grandes démocraties. Je relis évidemment ce que j'ai pu voir et constater tout au long de ma carrière, d'abord en Algérie, en Afghanistan, en Égypte, en Syrie, en Irak, et par la suite effectivement sur les pays occidentaux, les États-Unis le 11 septembre, Israël évidemment depuis la création du Hamas, parce que le conflit a pris une autre tournure depuis la création du Hamas à la fin des années 80, et tout ça s'inscrit en vérité dans une même logique qu'on n'arrive pas à voir, et je le regrette, parce que justement il faut faire preuve de lucidité et observer que nous avons une idéologie politique, en l'espèce l'islam politique, qui prend comme prétexte n'importe quel fait politique ou géopolitique pour frapper d'abord les démocraties et pour frapper ensuite les pays arabo-musulmans laïcs, pour y instaurer non pas des démocraties, mais pour y instaurer des régimes totalitaires islamistes. Les La théocraties. chose me paraît, je dirais, assez évidente. Et je m'étonne qu'après tous les attentats que vous avez rappelés, au début de l'émission, votre inconscient vous a fait croire que le 13 novembre datait de 15 ans. En fait, vous avez rectifié il y a à peine 8 ans. Mais je comprends que beaucoup de personnes pensent que c'est très loin, parce que, et je pense que pour se protéger les uns et les autres, ont envie de croire que ce sont des choses qui sont derrière nous. Malheureusement, sans esprit alarmiste, je veux le dire, et comme je l'ai toujours dit, depuis en tout cas que je dénonce en France ce phénomène, nous avons un phénomène qui est effectivement en partie derrière nous, mais qui est en grande partie devant nous, parce que l'islam politique, c'est un problème de présent et d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle il faut agir de façon intelligente et lucide, oui, lucide,
pour arriver à contrecarrer ces plans. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Lucide, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Oui, Mohamed Sifawi, juste un mot. Est-ce que quand vous parlez de l'islam politique, est-ce que vous l'assimilez à la doctrine des frères musulmans ou ça va plus loin ? Alors, c'est aujourd'hui incarné principalement par la doctrine des frères musulmans parce que c'est la doctrine qui a le vent en poupe depuis plusieurs années. Mais il y a d'autres, et moi je parle d'islam politique pour désigner l'ensemble de la mouvance islamiste, qui est une hydre à plusieurs têtes, qui effectivement peut avoir, si vous voulez, une dimension prosélyte, parce qu'il y a des courants qui pensent qu'ils peuvent prendre le pouvoir par la prédication, comme ils le disent, et il y a d'autres courants qui pensent qu'il faudrait prendre le pouvoir, ou en tout cas dominer, anéantir certains systèmes, et notamment le système démocratique, par ce qu'ils appellent le combat, en l'occurrence ce que nous appelons à juste titre le terrorisme. Alors justement, de ce point de vue-là, vous l'avez écrit d'ailleurs, vous étiez à la marche hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette espèce de polémique qu'il y a eu? Enfin, on se disait il va y avoir une marche, bon, quelle qu'elle soit, et en tout cas, ça va réunir un certain nombre de gens. Et tout de suite, s'est posé ah oui, mais moi je ne marche pas avec le Rassemblement national. Ah oui, mais moi je ne marche pas avec les anti-ceci. Alors il y avait la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, voué aux gémonies par les uns et par d'autres. Et est-ce que ça a donné, quelle image vous y étiez, quelle image vous retirez de ça, vous-même, par rapport à ce qu'on a dit plus tôt? D'abord, je pense que, cher André, vous me connaissez un peu, moi je suis quelqu'un qui récuse tous les extrémismes, quels qu'ils soient. Je les mets pas tous sur un plan d'égalité, mais je récuse et je combats et je dénonce toute forme d'extrémisme politique. Alors, je précise néanmoins, et ça je ne vous apprendrai rien, que la France est probablement la championne du monde de la polémique et surtout de la polémique stérile et inutile. Quand les gens n'ont rien à proposer, quand les gens ne maîtrisent pas des sujets, quand les gens n'ont pas, et je parle notamment là de la France insoumise, quand les gens ne sont pas capables d'avoir des positions claires et cohérentes, quand les gens ne sont pas capables d'avoir des propositions tout aussi cohérentes et réalistes, ils rentrent effectivement dans la polémique. Et la France, ou en tout cas les responsables français et certains acteurs médiatiques sont champions de la polémique. Moi je vais vous dire mon sentiment, et je l'ai écrit effectivement dans un tweet que vous avez peut-être lu. J'étais au cœur de la manifestation, c'est-à-dire j'étais avec les Français au sens large. J'ai vu avec toutes les couches sociales, j'ai vu des personnes que je connais, d'autres que je ne connaissais pas, des conditions différentes, des milieux socio-économiques différentes, probablement des croyances différentes, je ne sonde pas les cœurs. En tout état de cause, moi, je ne me suis pas rendu compte que la France insoumise n'était pas là, et je ne me suis pas rendu compte que le Rassemblement national était là. Voilà, moi ce que j'ai vu... Vous avez vu des Français, Voilà. J'ai vu des Français dignes, il n'y a pas eu un mot de travers. Je sais qu'il y avait des organisations antiracistes, c'est quand même un marqueur important. Elles ne sont pas soupçonnables d'avoir, les vieilles associations antiracistes ne sont pas soupçonnables d'avoir une connivence avec l'extrême droite. Bien au contraire. Donc, aujourd'hui, évidemment, la France insoumise, parce qu'en vérité, ce n'est qu'un prétexte pour ne pas venir dénoncer clairement l'antisémitisme, parce qu'on sait quelle est la tangente qu'ils sont en train de prendre. Mais j'ai envie de leur dire, là où ils siègent justement dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, il y a aussi le Front National, enfin le Rassemblement National. Oui, pourtant, ils siègent, ils sont bien députés et ils sont à leur côté. Le Front National, il y a des militants du Front National qui prennent le métro aussi. Ils pourraient ne pas le prendre. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse ça fait des années que je suis engagé, ce qui m'intéresse dans une marche, c'est qui appelle à la marche. Et ceux qui ont appelé à la marche sont des républicains. Et quels sont les slogans de la marche? Et le slogan de la marche, c'était la République dit non à l'antisémitisme. Voilà pourquoi j'ai été marché et pourquoi je pense que, effectivement, la France insoumise, qui a décidé de s'exclure de l'arc républicain, n'a trouvé que de faux prétextes pour participer, pour ne pas participer ou pour participer à cette polémique, en tout cas pour l'engager, pendant que l'un de ses députés était en train de tenir des propos orduriers en Tunisie, par ailleurs. Oui, David Guiraud, pour ne pas le nommer, mais Mohamed Sifawi, allons maintenant plus loin. Donc, au fond, ces polémiques vont continuer, mais au-delà de ça, cet état des choses, cet islam politique ou cet islamisme politique caractérisé notamment par les frères musulmans et autres, va
va continuer aussi à se répandre. D'un autre côté, il va y avoir des réactions. Est-ce qu'on est entré, je la schématise évidemment, c'est une, je ne dirais pas que c'est une caricature, mais c'est une figure. Est-ce qu'on est rentré dans une guerre de 100 ans, si on voit que ça a commencé déjà il y a quelques décennies? Je ne sais pas. Je sais que quand cette guerre a commencé, en tout cas dans sa forme contemporaine et récente, oui. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir, parce que je ne suis pas devin, et fort heureusement. Oui. Le plus important, c'est que il y a deux erreurs qui sont faites, je parle en France, oui. C'est qu'on lit, lecture, on lit l'islam politique à travers un prisme, je dirais, un peu autocentré, c'est-à-dire qu'on voit l'islamisme uniquement à travers les problèmes auxquels nous faisons face en France. Or, oui. L'islam politique est un phénomène mondial. Ça, c'est une première chose. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que l'islam politique, on est souvent là un peu en carabinier, c'est-à-dire en réaction uniquement lorsque le terrorisme s'impose à nous, ou lorsqu'il y a des polémiques comme ce fut le cas, enfin comme c'est le cas d'ailleurs à chaque rentrée scolaire désormais, un des marronniers, soit le port du voile, soit le port de la baya, etc. En vérité, nous avons des responsables politiques qui n'ont jamais véritablement investi cette thématique, l'islam politique, parce qu'elle est complexe, parce que je pense qu'il y a un peu de dédain aussi chez les Français. Vous savez, c'est une affaire d'arabe, donc ça n'a jamais concerné véritablement le... C'est vrai. Et puis il y a l'électoralisme, la chosification. Et puis, Mohamed, il y a la chosification de l'islam aussi pour des raisons électoralistes, vous le savez. Ah ben, je le sais, je le dénonce, et vous savez aussi que je dénonce effectivement les récupérations politiques, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je m'étonne encore aujourd'hui que dans le monde médiatique, dans le monde intellectuel, et je dirais un mot sur le monde universitaire, on n'a pas véritablement investi cette thématique pour comprendre d'abord ce que disent les islamistes, ce qu'ils prévoient. Puisque vous parlez d'avenir, vous savez comment j'ai pu, moi, écrire, par exemple, il y a 20 ans, La France malade de l'islamisme, et alors qu'on me prenait pour un fou, quand il y a 20 ans, je disais menace terroriste sur l'Hexagone, et pourquoi il y a plus de 20 ans, je dénonçais déjà la menace terroriste qui pendait sur nos têtes, parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là. J'ai investi il y a très longtemps la littérature islamique. Et vous lisez les textes, vous lisez. Pardon André, on peut reprocher beaucoup de choses aux islamistes, sauf le fait de ne pas nous annoncer ce qu'ils contraire. Or, les islamistes nous disent ce qu'ils contraire. Tout à fait. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. Merci Mohamed Sifawi, merci pour les éclaircissements. Et bien, on va suivre tout ça, et notamment avec vous. Merci à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Eh bien, nous continuons évidemment à parler de ce qui s'est passé hier, la marche contre l'antisémitisme, les polémiques qu'elle a révélées, les polémiques aussi sur l'état de la France, évidemment pas seulement sur ce sujet, loin de là, il y a beaucoup de sujets, hélas, de mécontentement. Vous savez, on disait il y a longtemps, la France comptait à l'époque 50 millions de sujets, y compris les sujets de mécontentement. Eh ben, ils sont là, les sujets de mécontentement, plus que jamais. Enda Yari, bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes lanceuse d'alerte. Vous avez beaucoup écrit justement sur votre enfance et votre adolescence. Je rappelle, vous le dites, vous l'assumez, vous étiez salafiste, vous étiez antisémite. On va parler. Mais je voudrais, avant qu'on parle de cela, rappeler que justement vous étiez hier à la marche. Vous allez nous dire ce que vous avez ressenti. Et puis on a vu des tweets de vous où vous preniez en photo avec un drapeau palestinien et un drapeau israélien, les deux mains, voilà. Pourquoi ce symbole? Pourquoi vous avez voulu afficher cela? Alors bonjour, déjà merci pour votre invitation, André. Si j'ai tenu à afficher cette photo avec le drapeau palestinien et le drapeau israélien en même temps, c'est parce que, comme beaucoup de gens, moi j'ai été bouleversée par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et à un moment donné, je me suis dit, j'avais besoin de m'exprimer, et puis je me suis dit que il fallait faire un geste pour montrer, et pas seulement avec des belles paroles, pour montrer mon soutien à ces deux peuples, parce que je ne parviens pas à choisir entre un camp ou un autre, puisque pour moi, les grandes victimes, ce sont les deux peuples, autant israéliens que palestiniens. Donc pour moi, c'est surtout symbolique, un geste symbolique pour montrer mon soutien à ces deux peuples qui sont victimes
l'un comme l'autre. Alors vous étiez à la marche hier, la marche contre l'antisémitisme lancée par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, les présidents de l'Assemblée nationale et Sénat. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Pour moi, c'était déjà important, c'était très important d'être présente à cette marche contre l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que moi, ça fait depuis 8 ans que je combats l'antisémitisme. Depuis le Bataclan, c'est depuis les attentats. Exactement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé il y a 8 ans, moi j'ai eu un électrochoc après les attentats de Paris. Moi j'étais salafiste, j'assume totalement mon passé, je raconte mon histoire dans un livre, mais j'étais aussi antisémite. Voilà, et donc effectivement, quand il y a eu les attentats... Antisémite? J'étais antisémite parce que malheureusement c'est ce que j'ai écrit, j'étais un peu programmée à l'antisémitisme parce que je suis tombée dans la radicalisation après un mariage avec un salafiste, à 20 ans, et puis donc j'ai subi un lavage de cerveau. Et puis à ce moment-là, dans le salafisme, pour être une bonne salafiste, il faut être antisémite. Et donc à partir de là, j'ai nourri une haine, vraiment un dégoût contre les juifs. Et puis ce qui s'est passé, c'est que par la suite, quand il y a eu les attentats de Paris, moi j'ai eu un électrochoc et j'ai complètement divorcé avec le salafisme. Et donc à ce moment-là, j'ai retiré l'uniforme salafiste qu'on appelle le djellab. Voilà. Donc moi j'ai vraiment quitté cette doctrine et avec le temps, les expériences, les rencontres, les belles rencontres avec des personnes de confession juive qui m'ont tendu la main, qui m'ont soutenu durant des moments difficiles. J'ai appris à les connaître, j'ai appris à les respecter, j'ai appris à les aimer et puis surtout je me suis rendu compte, j'ai eu un vrai éveil de conscience, je me suis rendu compte de mes erreurs du passé et du fait que j'ai été complètement manipulée par les islamistes. Et vos adversaires vont dire que vous êtes maintenant manipulé par les juifs. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui moi je le dis, je soutiens autant les Palestiniens et je suis meurtrie parce que je vois les images, on est complètement bombardé d'images violentes depuis des semaines. Voilà, c'est terrible et le fait de soutenir. Moi, j'ai été très très marquée par les assassinats de personnes de confession juive en France. Je pense à Ilan Halimi, je pense à Sarah Halimi, je pense à Mireille Knoll, je pense aux victimes à l'hypercacher, je pense aux enfants de l'école Zahatora. Donc, c'est vrai que ça se passe en France. Et donc, depuis 8 ans, moi, je vais aux manifestations contre l'antisémitisme pour soutenir ces victimes innocentes. Et je pense aussi au peuple israélien, à ces victimes en Israël, parce que pour moi, c'est la même chose. Elles sont victimes du fait d'être juifs. Et ça, c'est pas normal, parce que dans l'islam, on nous apprend que les juifs, les chrétiens, qu'on est tous frères. L'islam, c'est une religion de paix à la base. Et ça a été complètement déformé par l'islamisme. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est que les musulmans, peut-être, s'éveillent par rapport à cet antisémitisme lié à l'islamisme. Oui, voilà. Cette espèce de haine, quelle qu'elle soit la haine, contre qui? Le culte de la haine, quoi. L'enseignement de la haine, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais Eda Yaris, c'est quoi, à votre avis, qu'il faut faire? Parce que hier, certains dirigeants, je ne sais pas, juifs, disaient oui, il n'y avait pas beaucoup de musulmans dans la manifestation, etc. Mais au-delà de ça, vous avez senti quoi? C'était calme, c'était paisible, c'était comment? Qu'est-ce que vous avez senti en étant en marchant? Moi, déjà hier, c'est important pour moi d'y être, mais j'ai été vraiment soulagée parce que j'ai vu une vague immense de personnes de toutes les couleurs, de toutes les confessions marcher ensemble. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il y avait autant de soutien, de fraternité à l'égard de la communauté juive française et aussi en Israël. Et c'est vrai que voilà, je marchais et je regardais aussi autour de moi pour voir si je pouvais trouver des personnes de confession musulmane, sauf qu'on ne peut pas les reconnaître. Je veux dire, les musulmans et les juifs sont très proches, ce sont des sémites, donc ils se ressemblent aussi physiquement, et on ne peut pas deviner. De dire il n'y avait pas assez de musulmans, où il y avait assez, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas faire du faciès, là. Exactement, exactement. Ouais. Et en tout cas, pour vous, c'est pour terminer, Justin Dayari, je sais que vous allez écrire un livre, vous m'avez dit là-dessus, enfin encore sur ce sujet, mais justement sur comment on peut effectivement
arrêter ce culte cet enseignement du mépris dont parlait Isaac Deutscher, à l'égard de qui que ce soit d'ailleurs? C'est l'éducation, c'est quoi? En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans, si vous soutenez des juifs, vous êtes quelque part, entre guillemets, un traître. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le problème, il y a beaucoup de musulmans qui connaissent pas vraiment l'histoire de leur religion. Parce que si vraiment ils apprenaient à connaître l'histoire de leur religion, ils comprendraient que on doit pas avoir de la haine pour son prochain et que les juifs sont, on est tous frères, que ce soit des chrétiens, les juifs, on est frères en humanité. Et le problème, c'est que aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, etc., nous bombardent, donc on nous manipule quelque part. Et le fait d'être manipulé, parce qu'il y a aussi des manipulations politiques, les manipulations complotistes et tout ça. Donc du coup, ce qui pour moi est important, c'est d'entendre justement des voix de personnes justement qui combattent l'antisémitisme, notamment des personnes de confession musulmane, et d'en parler, je veux dire de témoigner, d'expliquer que non, l'antisémitisme c'est pas la solution pour être un bon musulman. Aujourd'hui, ce qui est très important à dire, c'est que les musulmans ont une responsabilité et qu'il serait important pour eux de dénoncer, de combattre l'islamisme. Parce que le problème, c'est que les islamistes utilisent cette religion à des fins politiques, pour la conquête, pour le pouvoir, etc. Et c'est aux musulmans de faire le ménage dans leur propre communauté. Merci Ndayari, je crois que nous avons un auditeur. Ouais, c'est Jean-Paul qui nous appelle depuis Draguignan, qui a peut-être une question. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui. Bonjour. Eh bien, écoutez, moi, je voulais quand même signaler ce fait-là des deux premières lignes dont on nous a abreuvé de la manifestation à la télévision hier après-midi, notamment concernant Monsieur Larcher, Madame Braun-Pivet, Nicolas Sarkozy, François II le Magnifique, et j'en passe, et des meilleurs. Je voudrais dire que ces personnalités ont depuis 30 ans participé à ce que l'on vit dans ce pays, parce qu'il n'y a pas que la détestation des Juifs qui est dramatique et que je soutiens totalement, il y a aussi une détestation des Français en général dans notre pays maintenant. Voilà, par la gauche de ce pays qui a une attitude des plus lamentables et des plus méprisables envers ceux qui ne pensent pas comme eux, envers ceux... Ils créent une violence abominable, détestable. Et on les voit toujours à la télé, notamment j'ai vu Stéphane Rabier se faire agresser hier. Marseille, oui. Voilà, et il n'a même pas été mis en garde à vue, ce personnage, à croire qu'ils sont en toute impunité maintenant. Voilà, donc je voudrais dire que ces personnalités, notamment même ce cher monsieur Véran qui est venu s'égosiller sur les plateaux télé en disant qu'il ne fallait pas que le RN participe. Non, mais on a envie de leur dire, mais pour qui vous prenez-vous à la fin? Vous voyez? Voilà. Absolument. Quand on a le bilan qu'ils ont, quand on a l'incompétence qu'ils ont, quand on a la faiblesse de ces gens, ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des représentants de commerce et qui viennent donner des leçons à tout le monde. Jean, excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va plus. Eh bien oui, en tout cas, il y a quelque chose de pourri, non pas dans l'œil du Danemark, mais peut-être dans ce cher royaume de France que nous aimons bien. Merci Jean, et merci Ndayari, merci pour votre témoignage, c'était important que vous disiez ce que vous avez à dire. Voilà, on est là, vous savez qu'on est là pour parler de tout, on met des mots MOTS, on essaie de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, parce que... Voilà, ne pas partir effectivement en hurlant avec les loups ou en bêlant avec les moutons, ce qui est une facilité peut-être qu'il faut s'éviter tous.